Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, quand on a beaucoup voyagé, la présentation peut être un peu longue, l'introduction peut être un peu longue. C'est vrai que j'ai eu la chance de travailler pratiquement sur tous les continents et sous presque toutes les latitudes. Et d'ailleurs, c'est cette expérience qui a rendu mon métier passionnant, au-delà de la technologie et dont on va vous présenter quelques aspects aujourd'hui. Je pense que la partie la plus intéressante de notre métier, c'est en fait d'être intégré à des cultures très différentes à travers le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des nouvelles frontières de l'offshore, en vous donnant un peu une perspective de comment le monde du pétrole et du gaz, mais pas seulement, je donnerai aussi des perspectives sur l'éolien et le minier, comment le monde du pétrole et du gaz et continue d'exploiter ces ressources qui deviennent de plus en plus importantes, d'autant plus que certaines des ressources pétrolières et gazières à terre sont en train de s'épuiser. Donc il faut aller chercher plus profond, il faut aller chercher plus loin. Et comment nous le faisons et nous essayons de le faire avec nos clients de manière responsable. Donc nous sommes dans la chaîne de valeur du pétrole. Si vous voulez, il y a tout un ensemble de services qui sont, et de contracteurs, de compagnies de services et de contracteurs qui sont au service des compagnies pétrolières. Donc elles vont depuis l'exploration, c'est-à-dire des services qui ressemblent beaucoup à de l'échographie du sous-sol, et vous en êtes peut-être familier pour certains d'entre vous, l'échographie du sous-sol à travers les méthodes sismiques qui permettent de faire une image 3D, donc vous en avez une en haut à gauche ici, qui permettent ensuite d'identifier éventuellement des cibles sur lesquelles on va pouvoir forer et vérifier s'il y a du pétrole ou du gaz. Donc de la sismique, on passe au forage, et puis ensuite, lorsque les réserves sont suffisamment importantes et prouvées, on va passer à la phase exploitation, donc avec le développement. Et là, comme on parle de développement sous-marin, on va aujourd'hui se concentrer plutôt sur ces développements-là. Et puis ensuite, la production. Il est évident que le monde de la mer, ensuite, va aller vers le transport, donc le transport des hydrocarbures, puis les terminaux vers lesquels on va ensuite distribuer et décharger les différents types d'hydrocarbures. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur les métiers de Technip, même si je connais pratiquement tous les métiers de cette chaîne, à l'exception, je dirais, peut-être du transport. Je vais me concentrer sur les métiers de Technip, qui sont surtout des métiers d'infrastructure, et donc qui interviennent à la fois dans la production et la transformation des ressources en hydrocarbone. Donc on vous a déjà dit quelques mots du groupe Technip. En fait, entre le moment où on a donné le petit résumé et aujourd'hui, nous avons augmenté nos effectifs de près de 5000 personnes, parce que nous sommes à 30 000 personnes aujourd'hui dans le monde, 48 pays avec surtout une implantation géographique, on verra ça tout à l'heure, extrêmement forte, avec un développement des ressources humaines nationales. Et donc ces 30 000 collaborateurs sont de toute nationalité. La première nationalité aujourd'hui reste la nationalité française, mais la deuxième est la brésilienne, troisième indienne. Et je pense que dans 4 à 5 ans, même avant, peut-être 2 à 3 ans, nous aurons plus de Brésiliens et d'Indiens dans les équipes Technip que de quelque autre nationalité, même si nous continuons de grandir dans tous les pays. Nous avons une flotte de 33 navires qui vont, vous le verrez tout à l'heure, nous permettre d'opérer dans toutes les mers du monde et sur différents types de sujets. Et comme vous pouvez le voir ici, on a un petit schéma qui montre depuis les développements de champs très profonds jusqu'à des poses de pipeline qui vont des mers profondes jusqu'à la côte. Enfin, toutes les usines de transformation, que ce soit liquéfaction de gaz, traitement de gaz, raffinage, pétrochimie, plastique, chimie, etc. Et récemment, nous avons aussi démarré une activité dans l'éolien offshore sur lequel je reviendrai à la fin. Donc, en fait, Technip est une société d'ingénierie. Nous faisons des projets pour nos clients et nos projets, ce sont des projets autour des métiers de l'énergie, même si la plupart des choses que je vais vous montrer là sont plutôt pétrole et gaz. Donc, on divise nos activités en 3 segments. Tout d'abord,
les activités de grande profondeur, donc la construction sous-marine, où on va aller à partir de la tête de puits. Nous ne faisons pas de forage. Ça, c'est, comme je vous l'ai expliqué, c'est en amont par rapport à nous, mais quand les puits sont préparés, ensuite il faut les connecter entre eux, et ensuite les connecter à une plateforme de production qui peut avoir différentes formes, comme on le verra. Donc ça, cet aspect de construction et d'architecture sous-marine, ça fait partie du cœur de métier de Technip. Ensuite, évidemment, il faut pouvoir réaliser les plateformes sur lesquelles on va mettre des systèmes de production ou de traitement, et donc des plateformes qui pourront être fixes ou plateformes flottantes. Et ensuite, donc ça c'est notre activité qu'on appelle offshore, qui sont les plateformes de différents types. Et ensuite l'onshore qui est la transformation de ces hydrocarbures qui peut aller jusqu'au raffinage et à la pétrochimie, et même aux engrais, puisque aujourd'hui on voit qu'on a une nouvelle série d'applications et de développements qui sont liés à la demande croissante en engrais, en particulier dans les pays à forte croissance démographique. Notre présence est mondiale, je vous l'ai mentionné tout à l'heure. On a des bureaux pratiquement dans tous les endroits clés du monde où on va trouver des grandes réserves de pétrole et de gaz. Et de plus en plus, nos implantations sont des implantations de long terme, donc durables, et qui vont répliquer les modèles de travail qu'on a pu établir au cours des années sur la gestion des grands projets. Par grand projet, je vous donne juste un chiffre. Un grand projet à terre que nous avons fini de réaliser il y a 2 ans, au Qatar, l'usine de liquéfaction. Nous avions 72 000 ouvriers sur le chantier. Ça vous donne un peu l'image de ce qu'est un grand projet. Les grands projets en mer, eux, mobilisent beaucoup moins de monde dans la phase finale. Cela dit, les enjeux, comme vous le savez, sont des enjeux importants puisque ce sont des enjeux de sécurité et des enjeux environnementaux aussi. 30 000 employés à travers le monde, et vous voyez les différentes bulles. Ces bulles grossissent en particulier en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en mer du Nord, mais continuent de grossir en Europe aussi. Nous recrutons beaucoup d'ingénieurs partout dans le monde. 80% à peu près de la population des gens qui travaillent à Technip sont des ingénieurs. Et cette croissance, comme on peut le voir, se produit principalement dans les zones à forte concentration d'hydrocarbures, mais pas seulement, avec une ambition de faire grandir un peu plus l'Afrique, qui a été toujours un enjeu ou un défi un peu important, parce qu'il est plus difficile de trouver des ingénieurs en Afrique qu'au Brésil ou en Malaisie ou en Inde. Je vais maintenant passer une toute petite vidéo d'environ 90 secondes qui va vous montrer un peu quels sont nos projets et les réalisations de Technip. Et ensuite, je reprendrai la présentation.
juste pour vous donner un peu une idée des réalisations que nous faisons à la fois en mer et à terre. Donc, je voudrais vous parler un peu de l'évolution de cet offshore pétrolier et gazier en particulier. Tout d'abord, l'exploration et la production en mer, c'est quelque chose d'assez récent. Et c'est assez récent, et pourtant, il y a un grand nombre de bassins dans le monde, de bassins sédimentaires, qui contiennent des réserves pétrolières et gazières. Alors, on a représenté ici les principaux bassins dans lesquels on va trouver ces réserves. Ce sont les bassins qui sont en exploitation aujourd'hui. Donc ça comprend en particulier, vous allez reconnaître, la mer du Nord, le Moyen-Orient évidemment, puisqu'il y a une partie des réserves du Moyen-Orient qui sont dans le golfe Persique, des zones un peu plus récentes comme le golfe du Mexique, en particulier le golfe du Mexique profond, et puis l'Afrique de l'Ouest et le Brésil, où on va retrouver des gisements assez similaires. Ensuite, en allant plus vers l'Est, un nouveau bassin sédimentaire qui existait mais qui jusque-là n'avait pas beaucoup de réserves se situe en Afrique de l'Est avec des réserves de gaz absolument gigantesques découvertes très récemment, et de la même façon qu'en Inde, en particulier sur la côte est de l'Inde, en offshore, on a eu un très grand succès, nos clients ont eu de très grands succès justement de nouveau pour des réserves de gaz, et je vous montrerai un exemple ou deux tout à l'heure. Ensuite, en Asie du Sud-Est, même si les réserves sont moins importantes, il y a beaucoup de champs, et beaucoup de champs pétroliers et gaziers, et comme les marchés sont très proches, et la consommation de ces produits est très importante, évidemment, avec la croissance de pays comme l'Indonésie, la Malaisie, la Chine, évidemment, on va aller vers l'exploitation maximale de ces champs. Donc on peut imaginer que la dernière goutte de pétrole et de gaz, ils iront aller l'extraire dans ces zones-là parce qu'on est très proche des marchés. Ensuite, toute la partie offshore Australie, il n'y a pas que l'offshore, il y a aussi à terre en Australie, mais toute la partie en mer est en train de se développer très rapidement aujourd'hui, principalement de nouveau tirée par le gaz. Quand on regarde maintenant la production qui provient de l'offshore, donc je disais tout à l'heure, vous voyez que c'est une industrie qui est relativement récente, puisque les productions ne sont devenues vraiment significatives qu'à partir des années 70. La mer du Nord, je vous le rappelle, a été découverte dans les années 70. Et vous voyez la production qui a été en croissance pratiquement continue, avec la partie pétrole, parce qu'on s'intéressait assez peu au gaz à l'origine, et puis de plus en plus le gaz est devenu une énergie primaire très importante qui a tendance à se substituer dans de nombreux cas à la fois au charbon et au pétrole, et qui a aussi l'avantage d'être moins polluant que le charbon ou que le pétrole. Et donc vous pouvez voir que la production de gaz en offshore est en train d'augmenter, même si on peut se poser la question de l'interprétation de ce qui se passe depuis quelques années où on voit un début de déclin. Alors ça, c'est la production. Les réserves, elles, continuent d'augmenter, ce qui est la bonne nouvelle. Ce qui veut dire que, très probablement, après cette période de déclin, on risque de voir une augmentation de nouveau. Mais pour cela, il faut arriver à mettre en production des champs qui sont dans des zones absolument frontières, c'est-à-dire 3000 mètres de profondeur, enfin 2000 à 3000 mètres de profondeur d'eau, parfois jusqu'à 5 ou 6000 mètres de profondeur de forage ensuite dans les sédiments, et souvent à des distances qui sont à plusieurs centaines de miles ou de kilomètres des côtes. Donc ça, on est obligé maintenant d'aller vers toute une logique un peu nouvelle à cause de cette grande profondeur et à cause de cette frontière. Et d'ailleurs, la profondeur, nous n'avons fait qu'augmenter et repousser les frontières au fur et à mesure du développement, puisque les champs les moins profonds en termes de profondeur d'eau, pour commencer, ont été développés les premiers, puisque là, on pouvait y aller avec, dans quelques mètres d'eau, on pouvait forer pratiquement comme on forait à terre et produire pratiquement comme on produisait à terre. Lorsque l'on va atteindre des profondeurs supérieures à plusieurs centaines de mètres, il ne sera plus possible de mettre des plateformes fixes, et plus possible d'utiliser des méthodes classiques de développement. Il va falloir passer
à quelque chose qui existe maintenant depuis une trentaine d'années quand même, qui sont des structures flottantes, c'est-à-dire des structures de production qui sont flottantes, et en même temps aller toujours de plus en plus loin avec ces structures flottantes et avec tous les pipelines qui doivent s'y rattacher. Et en fait, la difficulté n'est plus tellement les structures flottantes, mais que se passe-t-il entre le fond de la mer, donc la tête de puits, le puits a été foré jusqu'à 6-7 000 mètres de profondeur de sédiments, mais ensuite il faut ramener les hydrocarbures en toute sécurité entre la tête de puits et la plateforme ou jusqu'à terre. Et comment le faire dans des conditions de sécurité à très haute pression, puisqu'on est à 3000 mètres de profondeur, vous imaginez la pression, et à des températures qui parfois sont telles qu'elles peuvent faire figer le pétrole qui va être produit. Donc toutes ces problématiques-là sont au cœur de nos métiers, puisqu'on doit garantir à nos clients qu'on a des systèmes qui sont capables d'opérer à ces grandes profondeurs. Et comme vous pouvez le voir, l'évolution au cours du temps, que je décrivais tout à l'heure, d'abord des plateformes fixes, donc c'est la partie bleue, vous voyez l'ensemble des plateformes qui ont été établies, enfin c'est pas un nombre de plateformes, là c'est en milliards de dollars d'investissement par an. Vous voyez d'abord les plateformes fixes, quand on n'allait pas trop loin de la côte, puis les plateformes flottantes, et enfin, de plus en plus, les systèmes sous-marins, puisque dans le futur, comme on le verra tout à l'heure, on peut penser qu'on pourra même s'affranchir des plateformes, c'est-à-dire s'affranchir à la fois d'un coût, mais aussi d'un risque supplémentaire, puisqu'on éliminera la partie flottante, à condition évidemment d'avoir des conditions de sécurité absolues au fond, avec les systèmes sous-marins. Donc en ce qui concerne ces développements sous-marins, vous avez un exemple ici d'un champ qui a été développé par Technip pour un grand client qui est Total, et sur lequel, bon ça c'est l'image du milieu, sur la gauche vous avez l'ensemble des éléments qui rentrent dans ce développement. Tout d'abord, beaucoup de pipelines, des pipelines qui vont devoir être intelligents, c'est-à-dire comme on vous le disait tout à l'heure, qui doivent être capables de repérer qu'est-ce qui se passe lors de la production, qui doivent évidemment être parfaitement étanches et qui doivent être capables de remonter les fluides jusqu'à la structure flottante que vous avez là au milieu. Alors pour cela, il faut être capable d'accrocher ces pipelines. Vous avez un exemple sur la gauche d'un pipeline qui fait plusieurs milliers de mètres, là on doit être à 2000 ou 2500 mètres de hauteur, qui est soutenu par une bouée verticale qui, elle, doit faire presque 150 mètres de longueur et qui soutient le pipeline qui ensuite va aller permettre la production jusqu'au bateau. Tout au fond de la mer, vous avez un grand nombre de systèmes qui vont permettre de raccorder l'ensemble des pipelines, alors, qui vont permettre éventuellement même de traiter le pétrole et le gaz et de s'assurer qu'on ne remonte qu'en surface que les éléments dont on a besoin, c'est-à-dire le pétrole et le gaz, et que tous les gaz qui ne sont pas désirés, par exemple le gaz carbonique, le dioxyde de carbone ou l'hydrogène sulfuré, soient isolés et réinjectés. Donc ça, c'est une tendance qui va être de plus en plus importante, c'est de dire n'allons chercher que les molécules dont nous avons besoin. Alors on va les extraire au niveau du puits, et on va essayer de les séparer au niveau du fond de la mer et ensuite de les réinjecter pour éviter de les amener jusqu'en surface. Pour installer ces systèmes, il va falloir des flottes de bateaux qui sont extrêmement spécialisées et qui vont permettre en particulier de dérouler ou de souder ces pipelines le plus rapidement possible et en toute sécurité pour construire ces systèmes. Et en fait, c'est l'ensemble des services d'installation qui sont offerts par les entreprises telles que la nôtre pour à la fois utiliser les produits, les pipelines flexibles tels que ceux que l'on décrit à gauche, que l'on va ensuite installer. Et la plupart de nos grands clients, souvent, nous demandent de faire ils ont une idée de l'architecture. On les a d'ailleurs aidés à construire l'architecture. L'architecture, c'est l'organisation de tout ce système sous-marin. Et ensuite, on va aller vers eux avec une solution complète où on dit on va vous fournir les tuyaux qui vont bien, les conduites flexibles, en même temps que les appareils de pose
les bateaux, les équipes de projet. On peut avoir plusieurs centaines d'ingénieurs sur un projet d'une amplitude ou d'une ampleur telle que le projet que vous voyez ici. Un de nos plus grands bateaux, c'est un bateau de pose de pipeline. Alors, c'est assez surprenant, mais vous voyez des grosses bobines ici sur ce pipeline, et comme un petit fil qui passe de ces grosses bobines à la roue qui va, et à la tour qui est au milieu du bateau. Ce petit fil est en fait un pipeline en acier de gros diamètre, qui peut aller jusqu'à 18, 22 pouces même, donc on est en train de parler d'un diamètre de pratiquement plus de 60 cm, qui est un pipeline donc rigide, en acier, qui a été enroulé sur une bobine et qui ensuite est déroulé un petit peu comme on pourrait dérouler un tuyau d'arrosage dans un jardin après qu'il ait été. Sauf que ce sont des pipelines qui sont capables évidemment de résister aux profondeurs, qui sont capables de résister aux contraintes pendant qu'on les pose. Et ça, il s'agit d'un bateau qui est capable d'aller installer des conduites jusqu'à plus de 3000 mètres d'eau avec une définition extrêmement précise de la trajectoire de ces conduites, parce qu'il faut être sûr qu'on sache exactement où elles sont déposées. Donc non seulement on les déroule, mais en plus on surveille le travail par des robots sous-marins qui peuvent descendre eux-mêmes jusqu'à plusieurs milliers de mètres. Et donc en temps réel, on peut voir exactement ce que l'on fait, on peut le contrôler. Et le bateau a un positionnement dynamique qui permet de contrôler exactement la trajectoire de l'ensemble du système. Même chose avec un autre type de bateau. Ça, c'est une acquisition que nous avons fait récemment. Nous avons acheté une société américaine qui a la capacité d'installer ces pipelines non seulement à des grandes profondeurs, mais d'amener ces pipelines de grande profondeur jusqu'à la côte. Donc des bateaux qui peuvent s'approcher de la côte sans évidemment toucher le fond, en ayant un impact minimal et qui permettent justement d'avoir une trajectoire extrêmement précise pour les pipelines, et avec tout un système de positionnement dynamique et un système de... Donc ça, c'était pour les poses de pipeline. Ensuite, il y a tout le monde des plateformes, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de faire remonter la veine fluide, il faut encore la faire remonter sur un système qui est capable de traiter les hydrocarbures qui sont remontés, qu'ils soient pétrole ou gaz. Et donc, il faut être capable, au niveau de ces plateformes, d'avoir tous les systèmes de traitement, voire les systèmes de réinjection, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, dans certains cas, il est possible qu'associé au gaz naturel, associé au méthane, on produise, par exemple, du dioxyde de carbone. Dans le passé, lorsqu'on produisait du dioxyde de carbone, on le laissait s'évaporer. Donc il partait dans la nature, il partait dans l'atmosphère. Aujourd'hui, dans pratiquement tous les pays du monde, les règles sont de réinjecter ce dioxyde de carbone. Donc il faut prévoir au niveau des plateformes la séparation des différents gaz, la séparation du pétrole s'il y a du pétrole aussi, et ensuite de réinjecter, donc une bonne partie de l'énergie va devoir passer à réinjecter ce dioxyde de carbone qu'on va essayer de réinjecter dans le réservoir d'où il a été produit. Ça permet comme ça de maintenir la pression dans ce réservoir et ensuite d'augmenter le taux de récupération. Alors ces plateformes, elles ont évolué au cours du temps, puisque avec la profondeur, au début, on faisait des plateformes fixes. On les fait toujours d'ailleurs, les plateformes fixes, puisqu'on découvre encore aujourd'hui des réserves pétrolières dans des zones à faible profondeur. Et puis ensuite, on est passé vers des systèmes qui paraissent être des systèmes fixes, comme ce qu'on appelle les plateformes à ligne tendue, mais où en fait c'est le principe d'Archimède qui fait que la plateforme va recevoir une poussée et va tendre ces tendons qui sont ancrés et enfouis à plusieurs centaines de mètres. Et ensuite, au-delà d'une certaine limite, on doit passer vers des systèmes flottants. Alors des systèmes flottants qui ont plusieurs différentes géométries. Une géométrie ici à gauche, c'est la géométrie des spars. Donc une spar, c'est un peu comme un gros bouchon cylindrique, un cylindre en acier qui va faire environ 150 à 250 mètres de haut, de longueur, et sur lequel on va poser ce qu'on appelle un topside,
qui va contenir, c'est la partie émergée, qui va contenir l'ensemble des systèmes qui vont permettre de produire et de traiter les hydrocarbures. Ensuite, d'autres systèmes sont possibles, comme le semi-submersible que vous avez à droite. Alors dans ce cas-là, comme dans le premier cas, on a des ancres qui permettent à ces systèmes de flotter et donc de bouger avec la houle. Et puis enfin, nous avons des systèmes un peu plus sophistiqués dans le sens où on a à la fois le traitement mais aussi le stockage à l'intérieur de quelque chose qui ressemble à des tankers. D'ailleurs, souvent, ce sont des anciens tankers qui ont été convertis, ce qu'on appelle des FPSO, et donc là où on va à la fois produire mais aussi stocker le pétrole qui est produit, et ensuite vous aurez des tankers qui viendront décharger, et là on en voit un, il y a une image qui montre un tanker qui est en train de décharger, qui permettra ensuite d'évacuer les produits et de les apporter à destination. Donc on voit bien qu'il y a une interaction extrêmement forte, particulièrement en termes de sécurité, entre le système sous-marin, qui est connecté à travers les pipelines, et le système flottant. Et c'est cette intégration qui est très importante parce qu'elle doit être, comme je disais, sécurisée, mais elle doit aussi pouvoir être efficace même dans des conditions de mer qui sont parfois un peu difficiles. Alors il est évident que quand on a un ouragan dans le golfe du Mexique, on arrête la production pour être sûr qu'il n'y ait aucun risque de pollution au cas où l'ouragan créerait une rupture. Et l'avantage des plateformes du premier type sur la gauche, là on en a installé 14 dans le golfe du Mexique. Technip en a fait 15 dans le monde, on est en train de faire la 16e aujourd'hui. Elles se comportent en fait, même dans les périodes extrêmement chahutées des périodes d'ouragan, elles se comportent un peu comme un bouchon qui va bouger verticalement, qui est extrêmement stable, et en fait c'est le seul type qui n'a jamais connu, alors je touche du bois évidemment, mais qui n'a jamais connu d'accident lors des grands ouragans du golfe du Mexique. Il faut savoir que lors des grands ouragans du golfe du Mexique, on a retrouvé des poissons sur des plateformes et sur des structures à plus de 30 mètres. Et on a pu faire le modeling, et donc il y a des vagues de 30 mètres qui peuvent passer par-dessus ces plateformes. Donc il faut avoir des systèmes qui soient extrêmement bien étudiés et robustes pour éviter justement qu'elles ne dérivent. Et en général, les plateformes de production sont justement prévues d'abord pour... On arrête tout, ensuite on évacue le personnel, et ensuite on opère, et la plupart d'entre elles ont extrêmement bien réagi à ces environnements. Donc vous avez ici un exemple de plateforme dans une zone peu profonde. Ici, c'est un projet que nous venons de finir pour la Caspienne, au Turkménistan. Donc là, on est à quelques dizaines de mètres de profondeur d'eau. Hein, ça, c'est une petite plateforme pour produire du gaz. Là, vous avez une plateforme géante qui correspond à un développement qui a été fait au Brésil. En fait, on en a fait 3 de la même taille. Rien que la partie que vous voyez, je ne parle pas des gros piliers là, qui sont en fait les ballasts, enfin plutôt les flotteurs, qui vont permettre à ce semi-submersible de flotter, hein, qui va être donc installé à 1700 mètres de profondeur d'eau et qui va flotter. Mais la partie supérieure pèse 32 000 tonnes. Donc 32 000 tonnes, c'est 4 fois la Tour Eiffel, c'est 4 fois le poids de la Tour Eiffel. Vous voyez qu'il faut des flotteurs extrêmement forts et bien dimensionnés, et que le cube ici dont on parle fait à peu près 100 mètres de côté. Donc c'est une plateforme, et Petrobras en a fait 3 du même type à la suite. Je vous parlais tout à l'heure des plateformes SPAR. Ici, on est en train de transporter la dernière plateforme que nous avons faite en Finlande. On a un chantier en Finlande qui est spécialisé dans ce type de plateforme. Je vous parlais tout à l'heure des gros bouchons flottants. Vous voyez la partie droite qui est la partie qui fait vraiment la partie bouée. Ensuite, en dessous, il y a les connexions qui vont aller vers les pipelines. La longueur ici de cette structure, c'est un peu plus de 200 mètres. Je crois que c'est 210 mètres par 42 mètres de diamètre. Ça, c'est avant qu'on mette dessus la partie qu'on appelle topside, où on va ensuite traiter et développer et produire le pétrole. Donc là, elle est en route entre la Finlande et le golfe du Mexique.
Et là, vous voyez, ce sont des bateaux spécialisés qui vont les transporter. Ensuite, pour les installer, on va tout simplement les faire couler à la verticale, elles vont flotter ensuite, et on va ensuite amener, avec une technique qu'on appelle du float over, on va amener la partie topside, donc toutes les installations de surface, au-dessus de cette bouée flottante, et ensuite on va poser ce grand pont en un seul morceau sur la partie flottante. Et ensuite, tout est emmené en mer et installé au large avec des ancres. 14 de ce type ont été installés dans le golfe du Mexique. Partons ensuite sur les grandes structures flottantes avec capacité de stockage. Alors ici, il s'agit d'un FPSO donc, qui va être installé. Donc, il s'agit d'une usine de traitement d'huile dans ce cas-là. On va traiter l'huile, on va produire, on va la traiter et on va la stocker dans la coque. Alors ici, vous voyez, la coque est très au-dessus de l'eau. Il y a peu d'huile qui est dedans. Mais, et les pétroliers vont ensuite venir charger. Ça reste en permanence sur le chantier, sur le champ. Et les pétroliers ensuite viennent charger à partir de ce système. On a environ un peu plus d'une centaine de personnes sur une structure comme ça qui vont s'assurer du bon fonctionnement pendant la vie de cet objet flottant qui va être, selon la durée du champ, entre 20 et 30 ans. Des exemples de projets, je vous en ai déjà cité quelques-uns, mais l'Inde est en train de se développer très rapidement avec des besoins en gaz énormes et a eu la chance de faire des découvertes dans l'est de l'Inde avec des champs qui sont assez profonds mais pas ultra profonds. On est en train de parler de 1500 mètres d'eau, 1400-1500 mètres d'eau. Et ça a été couplé, tous ces développements-là sont aujourd'hui couplés avec la construction d'un pipeline qui passe d'est en ouest sur l'ensemble de l'Inde et qui apporte du gaz à un ensemble de villes et de villages qui autrefois n'avaient pas accès au gaz ni à l'électricité. Donc ça a en fait permis, ces développements sur la côte est ont permis un développement très très rapide des structures pour la production d'électricité, mais aussi pour la production d'engrais sur une grande partie de l'Inde, puisque le pipeline traverse l'Inde d'est en ouest. Donc nous, notre rôle n'a pas été de faire ce pipeline. Ce pipeline faisait plus de 4000 km. Notre rôle a été de construire le système sous-marin qui a permis d'exploiter les champs de gaz. Un développement très intéressant aussi, vous l'avez peut-être vu dans la presse, mais le Ghana en Afrique de l'Ouest est un nouveau pays producteur de pétrole. C'est un pays qui n'avait aucune production il y a encore quelques années. Et depuis maintenant 1 an et demi, ils produisent du pétrole grâce à une découverte qui a surpris tout le monde, un peu comme la découverte qui a été faite en Guyane française et qui a permis, grâce à une mobilisation extrêmement rapide des équipes, à la fois de nos clients et de nos équipes, on a pu faire le développement le plus rapide au monde en termes de développement de grande profondeur. Il faut vous rendre compte qu'en général, entre la découverte et la mise en exploitation, il se passe entre 7 et 10 ans. Mais quand on maîtrise bien les technologies, on peut aller plus vite. On peut aller plus vite à condition de bien aligner les équipes. Et là, c'est un projet assez compliqué, puisqu'au Ghana, il n'y a absolument aucune infrastructure pétrolière, aucune infrastructure industrielle pour nos métiers. Donc il a fallu mobiliser des équipes, à la fois qui étaient proches de nos clients à Houston, des équipes qui étaient capables de produire tous les systèmes sous-marins. Donc on a une très grande usine de fabrication de pipes flexibles en Normandie, une usine qui d'ailleurs ne fait que de l'export, puisqu'on n'installe pas de pipe flexible en France, on n'a pas de ressources offshore en France, qui ne fait que de l'export. Donc, et c'est l'ensemble de ces ressources qui ont été mises à disposition du client. Quand on fait un projet comme ça, on parle d'un projet qui est juste pour la partie construction sous-marine et fourniture, on parle d'un projet entre 500 et 1 milliard d'euros. Juste pour vous donner un ordre de grandeur. Donc c'est tout à fait significatif et ça a un impact majeur sur, à la fois, on peut avoir jusqu'à 200 ou 300 ingénieurs travaillant là-dessus.
Au Royaume-Uni, alors c'est très intéressant aussi, c'est de penser que la mer du Nord qui a été découverte dans les années 70, qui a été développée dans les années 70 et au-delà, on pensait qu'elle était un peu en fin de vie. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, grâce justement à ces systèmes sous-marins qui sont capables d'être déployés sur de plus grandes distances, parce qu'ils sont chauffants, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'on arrive maintenant à étendre la vie des champs et donc à produire mieux et plus, et à aller exploiter ces champs, je ne veux pas dire jusqu'à la dernière goutte, parce qu'il reste toujours du pétrole ou du gaz dans un champ en exploitation, mais avec un taux de récupération qui est bien supérieur à ce qu'il était il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, parce que la technologie a évolué. Et la mer du Nord est en train de connaître aujourd'hui une deuxième phase de développement. Il y a eu de nouvelles découvertes, mais surtout, on est capable aujourd'hui d'étendre la vie des champs. Et on vient de gagner un projet. Vous voyez, la valeur d'un projet comme ça, où on va refaire tout le développement, on va refaire les ancrages des structures flottantes, etc. On va changer les équipements, parce qu'au bout de 20 ans, 30 ans, les équipements ont besoin d'être changés. On parle d'un projet de l'ordre de 800 millions de dollars. Je vous ai déjà montré tout à l'heure cette belle plateforme au Brésil, plateforme de type semi-submersible. Alors ces plateformes aujourd'hui servent avant tout à exploiter les réserves, je dirais, traditionnelles du Brésil. Et comme vous le savez peut-être, le Brésil, j'en parlerai tout à l'heure, a aussi fait d'incroyables découvertes en dessous du sel, en dessous d'une couche de sel à grande profondeur. Et je vous en dirai 2 mots tout à l'heure. Enfin, le dernier que je vous montrais tout à l'heure, le FPSO d'Akpo au Nigeria, avec une capacité de production de 185 000 barils par jour. Donc vous le produisez, vous le traitez, vous éliminez les impuretés, et ensuite vous stockez ce pétrole et vous l'évacuez et le transportez avec les grands tankers. Donc la mise en production, là, date déjà de mars 2009. Une unité comme ça n'est pas construite au Nigeria. Elle doit être construite dans un endroit à très haute productivité. Donc en général, on les construit en Corée. Et ces unités sont ensuite amenées jusqu'au Nigeria, où elles sont ancrées et où on met en place le système de production. Donc aujourd'hui, les défis que nous avons, le premier défi, et qui reste au centre et au cœur à la fois de la culture, mais aussi des valeurs de l'entreprise et des entreprises, c'est la culture de la sécurité. Et ce qui est très important de bien réaliser, c'est que beaucoup de normes, beaucoup de procédures sont extrêmement bien décrites, comme dans tout processus industriel. Et ce qui fait souvent défaut, ce qui fait, quand on analyse les accidents qui se produisent dans un milieu industriel, et on a dû en analyser certains récemment, tels que la catastrophe du Deep Horizon, le fameux Macondo dans le golfe du Mexique, c'est de bien comprendre quelle est la part comportementale dans les causes des accidents. Et en fait, très souvent, l'accent doit être mis avant tout, non pas sur, enfin, les procédures sont importantes, mais si les procédures sont suivies, elles sont là pour justement anticiper les accidents. Ce qui est plus difficile, c'est de s'assurer que tout le monde ait un comportement exemplaire, c'est-à-dire que suive bien les procédures et soit capable d'arrêter une opération quand il y a un risque. Et ça, c'est tout le travail qu'aujourd'hui, non seulement les pétroliers, mais les industriels qui travaillent, je dirais en général, dans les environnements où les conséquences peuvent être majeures lors d'un incident, c'est beaucoup sur le travail du comportement des équipes. S'assurer que chacun soit bien conscient qu'il a une responsabilité, mais aussi il peut arrêter le travail si celui-là est fait de manière qui n'est pas selon les règles ou qui puisse présenter un risque. D'ailleurs, dans le cadre, après l'accident, malheureusement après l'accident de Macondo, les pétroliers se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas prêts pour des situations d'éruption importantes en grande profondeur. Donc là, on parle de 1600 mètres de profond, avec une très forte pression. La pression était exceptionnellement forte, au-delà des pressions qu'on avait l'habitude de voir. Et donc, on a vu cette catastrophe, qui a d'abord été une catastrophe humaine, avant d'être une catastrophe environnementale. Et donc, depuis, les pétroliers se sont mobilisés. Et bon, je dirais, nous avons la chance de participer à ce projet, mais enfin,
Le mot chance, c'est peut-être pas le mot le mieux venu, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, nous participons à la réalisation d'un projet qu'on espère bien on ne devra jamais utiliser. J'utilise souvent l'idée du camion de pompier. Le camion de pompier doit être là, il doit être disponible, il doit démarrer au quart de tour, et on espère qu'on n'aura jamais à appeler les pompiers. C'est exactement la même chose. Ici, nous avons la responsabilité de faire tout un système sous-marin qui pourra être mobilisé en 48 heures en cas d'éruption. Je vous rappelle que dans le cas de Macondo, l'éruption avait duré plusieurs mois et donc la pollution qui s'en est suivie avait été majeure dans le golfe du Mexique. Donc l'idée, c'est de pouvoir intervenir très rapidement et d'amener une structure sur le puits. Bon, je ne veux pas décrire les choses en détail, mais l'idée, c'est d'amener une structure très rapidement sur la tête de puits qui permet d'isoler cette tête de puits et de produire les hydrocarbures à travers des systèmes flexibles vers un bateau qui est l'équivalent d'un tanker. Et ça, le faire en quelques heures et le faire jusqu'à une capacité de 30 000 barils jour, qui est énorme, et une pression supérieure à celle qui avait été observée dans le cas de Macondo. Donc on sera prêt pour le golfe du Mexique. La question c'est est-ce que ces normes qui ont quand même été poussées à la fois par les pétroliers qui ont pris conscience et par les États, est-ce que ces normes vont se répandre dans d'autres parties du monde? Et ça, c'est un peu la question. Et d'ailleurs, nous poussons, nous ne sommes que des prestataires là-dedans. Nous fabriquons un système de sécurité, mais nous poussons pour que les mêmes normes et le même réflexe de préparer puisse être là pour éviter ce type d'incident. Alors, évidemment, il faut d'abord que l'incident ne se produise pas, c'est-à-dire que les gens suivent bien les procédures lors du forage, puisque je vous rappelle que dans le cas de l'accident qu'il y avait eu dans le golfe du Mexique, c'était avant tout un accident de forage. Revenons maintenant à justement comment faisons-nous pour nous assurer que ces systèmes à très grande profondeur permettent de produire et de vérifier qu'on produit bien les fluides qu'il faut, dans les conditions qu'il faut, à des conditions de fond qui sont extrêmes. Je parle de 3000 mètres, je parle de quelques degrés, donc s'assurer que la veine fluide circule bien. Donc on a plusieurs systèmes qu'on a mis au point chez Technip. Un des systèmes, c'est ce que vous avez sur la gauche, qui permet, vous voyez que ce tuyau flexible a en fait plusieurs couches, et en particulier une couche externe dans laquelle on peut injecter un gaz, inerte ou pas, dans lequel on peut chauffer le système, au cas où par exemple le pétrole se figerait, ou au cas où on aurait ce qu'on appelle des hydrates, qui sont d'ailleurs connus de manière naturelle au fond des océans, hein, donc ça se mélange entre l'eau et les gaz à certaines températures. Et pour éviter que les hydrates se forment, les hydrates c'est un peu le cholestérol hein, dans ces tuyaux, on a le moyen d'injecter soit du gaz, soit de chauffer ce tuyau. On peut aussi chauffer ces tuyaux lorsque ce ne sont pas des tuyaux flexibles mais des tuyaux rigides, sur de très grandes distances. On vient d'installer en mer du Nord un tuyau chauffant qui donc permet d'être sûr qu'à aucun moment, enfin à tout moment, on comprend bien ce qui se passe avec la production et avec le système. Parce que ce vers quoi nous nous orientons, au fur et à mesure que la fiabilité des équipements augmente, c'est la construction d'usines au fond de la mer, en fait. Et pour éviter d'avoir trop de choses en surface, et on va construire de plus en plus de systèmes au fond de la mer qui vont eux-mêmes devenir des systèmes de plus en plus intelligents, qui vont permettre de séparer les molécules qui ne nous intéressent pas, je vous parlais tout à l'heure du CO2 et du H2S, pour éviter qu'elles arrivent en surface et donc les réinjecter après les avoir séparées. Et donc ces systèmes-là, on va les voir se développer dans les 20 prochaines années et on peut imaginer que beaucoup des choses qu'on voit en surface aujourd'hui seront au fond de la mer, protégées et avec tous les systèmes de contrôle intelligents qui permettront justement d'avoir un contrôle à distance. Ce grand développement dont je vous parlais tout à l'heure, au large de l'Angola, la surface dont on parle, ici on est à plus de 1000 mètres, on doit être à 1300 ou 1600 mètres de profondeur, on a 600 km² et à peu près 6 fois la surface de Paris, les installations, donc ce sont vraiment des très très grands projets ici. Et vous voyez qu'on a installé 175 km, ce qu'on appelle des flow lines, c'est-à-dire des lignes qui permettent d'aller de la tête de puits jusqu'au bas de ces gros tuyaux là, qui vont remonter
jusqu'aux flotteurs. Quelques mots du Brésil maintenant. J'essaie de ne pas prendre trop de temps. Quelques mots du Brésil. Le pressalifère brésilien, qu'est-ce que c'est? Au Brésil, il y avait déjà de belles réserves, principalement offshore. Et en fait, Petrobras est l'entreprise qui a développé le plus rapidement les réserves de l'offshore. Et puis plus récemment, Petrobras a décidé d'aller forer plus profond. Alors pas plus profond nécessairement en termes de tranche d'eau, je parle de plus profond dans la tranche, dans la subsurface, c'est-à-dire dans les sédiments. Et en particulier, grâce aux techniques que je décrivais tout à l'heure, qui sont des techniques d'échographie, développer la sismique, on est capable d'avoir une bien meilleure image de ce qui se passe avant même de forer. Et donc, Petrobras a décidé de forer au-delà d'une couche de sel très épaisse. Le sel, dans ce cas-là, c'est un sel qui est sous forme de roche, c'est le sel gemme, qui est une roche qui se déforme beaucoup d'ailleurs, donc très difficile à évaluer où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle termine. Et sous ce sel, des réserves absolument gigantesques ont été découvertes, de l'ordre de 40 milliards de barils aujourd'hui, connus aujourd'hui. Donc 40 milliards de barils, c'est à peu près la moitié des réserves du Koweït, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc on est dans des choses qui sont tout à fait remarquables, sauf que nous sommes très grande profondeur et que, de plus, ce pétrole est associé à du gaz, et ce gaz, il y a du dioxyde de carbone et il y a du H2S, hydrogène sulfuré, donc il va falloir absolument séparer et ensuite réinjecter. Donc des nouveaux challenges qui arrivent au Brésil, des nouveaux challenges qui vont arriver aussi de l'autre côté de l'Atlantique, car comme vous le savez, l'Amérique du Sud et l'Afrique étaient reliées, elles ont une géologie comme des jumelles, et donc on retrouve ces niveaux de sel qu'on trouve du côté du Brésil, on va retrouver exactement la même chose, ou presque la même chose, du côté de l'Angola, de la Namibie, etc. Donc on peut imaginer que ce petit Koweït, qui sera peut-être d'ailleurs une petite Arabie Saoudite un jour sur l'offshore brésilien, puisse exister aussi du côté africain. Donc ce sont des réserves tout à fait exceptionnelles en taille. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous montrais cette courbe qui semblait décliner, ça c'était la courbe de la production. Par contre, aujourd'hui, je suis extrêmement optimiste qu'en termes de réserves, il y a des choses extraordinaires à découvrir dans ces environnements pressalifères en particulier. Alors, comme on s'éloigne des côtes et comme on va aller trouver des réserves parfois qui sont des réserves de gaz soit très isolées, loin des côtes, soit des réserves de gaz où on ne pourra pas les ramener à terre parce que, je prends l'exemple de l'Australie, on n'a pas envie de construire un pipeline qui passerait à travers un récif. Donc, une des solutions, c'est au lieu d'utiliser ce gaz à terre et de le liquéfier à terre, c'est-à-dire de produire en mer, de l'amener avec un pipeline pour le liquéfier à terre, ce qui est la méthode classique pour la liquéfaction du gaz, on va utiliser le principe de liquéfaction, mais on va le mettre sur une unité flottante. Un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure qui était pour le pétrole, mais pour le pétrole, c'est nouveau ou relativement nouveau, mais c'est relativement simple. Là, on est en train de parler de faire une usine qui va prendre le gaz gazeux et qui va le transformer en un gaz liquide à moins 163 degrés, qui va être stocké dans cette coque. Et ensuite, ce sont les méthaniers qui vont transférer ce gaz liquide, liquéfié, dans le méthanier et qui ensuite permettront à ce méthanier d'aller alimenter la Corée, le Japon, etc. Surtout à un moment où le Japon, par exemple, a un énorme besoin de gaz parce qu'ils ont diminué, ils ont arrêté toutes leurs centrales nucléaires, donc il faut bien produire de l'électricité avec du gaz. Cette unité flottante que nous sommes en train de réaliser, nous y travaillons dessus depuis 2009. On a eu jusqu'à 650 ingénieurs. On doit avoir 650 ingénieurs même aujourd'hui encore sur une unité comme ça. On est passé de la phase conceptuelle à la phase de fabrication. C'est la plus grosse unité flottante jamais imaginée par l'homme. 600 000 tonnes. Ça ne veut pas dire grand-chose de 600 000 tonnes parce qu'on se dit, pouf, en termes de poids, c'est 5 fois le porte-avions Charles de Gaulle. En termes de taille, vous voyez que c'est pratiquement 2 fois la longueur de ce porte-avions. Donc c'est la plus grosse unité et ça va permettre donc d'aller
exploiter des champs de gaz qui n'auraient pas pu être exploités par des méthodes traditionnelles parce qu'ils sont tout simplement trop loin, où ils imposeraient de passer dans des zones protégées, ce qu'on n'a pas envie de faire. Donc là, on travaille pour Shell. C'est un projet qui va prendre plusieurs années, puisque la mise en production sera en 2017. Et il n'y a qu'un seul endroit au monde aujourd'hui dans lequel on peut le construire. C'est un chantier naval en Corée, qui est suffisamment long pour pouvoir construire une unité flottante de cette taille. Donc la conception a été faite à Paris. Dans la réalisation, maintenant, on a des équipes un peu du monde entier qui travaillent dessus. Il y a des équipes d'Asie, etc. La fabrication sera faite en Corée et l'installation, je dis prévue pour 2016-2017, sera faite en Australie. Ça, c'est une véritable rupture dans le sens où ça va permettre d'aller chercher des réserves de gaz qu'on n'aurait jamais pu exploiter auparavant. Même chose avec l'Arctique, c'est qu'il y a de grandes réserves sur l'Arctique. Alors, les défis de l'Arctique sont d'un autre ordre, dans le sens où là, il faut à la fois être capable d'avoir des systèmes qui résistent à des températures extrêmement basses pendant l'hiver, donc on peut avoir des problèmes de... Et puis aussi des problèmes en surface, et aussi la problématique de la glace. Et dans le cas de la mer de Barents, par exemple, ce n'est pas seulement la banquise, ce sont aussi les icebergs qui dérivent. Et donc il faut absolument avoir des systèmes de production qui puissent produire, mais qui soient capables d'être déconnectables au cas où un iceberg arriverait et ne pourrait pas être dérouté. Et certains icebergs peuvent être... on peut changer leur trajectoire. D'autres qui sont trop gros, malheureusement, il faut se déplacer. Et donc ces systèmes-là, ce sont de nouveau des frontières aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas encore de système disponible, mais ça vous montre un peu les challenges du futur. On est en train de travailler sur des projets comme ça, où il faut des systèmes non seulement en toute sécurité, quelle que soit la température, mais aussi qui soient complètement déconnectables. Un dernier point, on va passer ici quelques minutes après, on va passer du pétrole et du gaz, on va passer à l'exploration minière sous-marine. Alors là, on est plutôt à un stade très très préliminaire et exploratoire avec l'exploitation sous-marine des ressources de type minière, avec des concentrations qui sont 3, 4, parfois 5, voire 10 fois supérieures à ce qu'on peut trouver à terre, et sur des zones beaucoup plus limitées, donc avec potentiellement un impact plus limité qu'une exploitation à terre. Cela dit, très souvent, et on l'a vu lors d'une dernière conférence ici, ces environnements-là sont aussi des environnements qui, en termes de biotopes et de biodiversité, présentent des caractéristiques assez uniques. Donc il va falloir encore beaucoup travailler là-dessus avant qu'on soit capable de les exploiter de manière responsable. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui est fait par l'IFREMER en particulier, et nous y participons parce qu'il est important qu'on aille en anticipation, même si ces concentrations peuvent être sur des grandes distances, l'exploitation se fera sur quelque chose qui sera de la taille de quelques stades de football, par exemple. Cela dit, il faut quand même prendre ça en compte. Enfin, un petit mot sur ces frontières. Je voudrais parler de l'éolien. D'abord, l'éolien, puisqu'on parle d'énergie. Comme vous le savez, l'éolien en mer est plus efficace en général, comme vous le savez peut-être, plus efficace que l'éolien à terre. Les vents sont plus soutenus. On peut s'attendre à une meilleure performance de l'éolien en mer. Jusque-là, la plupart des pays qui ont développé l'éolien sont plutôt les pays européens en mer, avec le Danemark et l'Allemagne et le Royaume-Uni qui sont les leaders. Mais comme vous le savez, la France a décidé de se lancer dans l'éolien. L'éolien fixe les plateformes, donc on sait faire. On sait poser une plateforme, poser la turbine qui va bien et l'ensemble des câbles pour connecter cette énergie renouvelable et durable au réseau. Cela dit, nous sommes déjà en train d'étudier la frontière suivante. De la même façon que nous sommes allés toujours plus loin pour le pétrole, nous pensons que dans des conditions évidemment de coûts raisonnables, il faut commencer à penser à l'éolien flottant, c'est-à-dire que de la même façon que les plateformes sont passées de fixe, on est passé au flottant. Cela va se passer probablement avec l'éolien.
Donc nous nous sommes préparés, nous avons réalisé la première éolienne flottante avec toujours le même principe du bouchon, sauf qu'en surface, on n'a pas un système d'exploitation du pétrole, mais on a une éolienne. Et puis, nous participons à un projet français, qui est le projet VertiWind, où là, les types d'éoliennes vont être très différentes. Elles sont en général plus petites, mais plus efficaces, et elles sont à axe vertical. Donc ça, à ce stade, c'est un projet de recherche, mais il s'agit déjà d'une nouvelle frontière. Enfin, je ne peux pas finir une présentation comme ça, qui présente des technologies, qui présente les nouvelles frontières, sans parler des gens qui permettent à ces projets de devenir réalité. Et aujourd'hui, le plus grand défi de notre industrie, ce n'est pas l'innovation, ce n'est pas la technologie, ce sont les hommes. C'est-à-dire que sans les équipes d'ingénieurs, sans l'innovation, sans cette passion qui anime nos équipes, on n'arriverait pas à faire tout ça. Et contrairement aux idées reçues, dans les entreprises d'ingénierie, l'enjeu de l'intergénérationnel n'est pas du tout le même que celui que l'on peut voir dans d'autres types d'industries ou dans d'autres domaines. En particulier, les grands chefs de projet sont généralement des gens qui ont beaucoup d'expérience. Et donc, ce qui est très important à Technip et dans d'autres sociétés d'ingénierie, c'est de capitaliser sur cette expérience et de s'assurer que les gens les plus seniors se retrouvent dans l'entreprise. Certains d'entre eux, d'ailleurs, ne désirent pas partir à la retraite, continuent à travailler, ils sont passionnés par un projet tel que le Floating LNG, l'usine de GNL flottante dont je vous parlais tout à l'heure, est gérée par un gars qui est absolument passionné et qui ne parle pas de partir à la retraite, qui veut voir ce projet se terminer alors qu'il aurait pu depuis bien longtemps partir s'il avait voulu. Et il travaille avec des équipes de jeunes, on recrute beaucoup de monde, on recrute à peu près 4500 personnes par an, donc plus de la moitié de gens qui sortent des universités. Et donc il est important de réaliser que derrière tout ça, pour le faire de manière créative et de manière sûre, il faut qu'on ait des hommes motivés et passionnés. Voilà, je vous remercie. C'était peut-être un petit peu long, mais je suis prêt maintenant à répondre à vos questions, vos commentaires. Y a-t-il des questions ?